Mes parents ont crevé un pneu de ma voiture et m'ont dit « N'y va pas, continue à faire la cuisine ». Comme j'ai refusé, ma mère m'a menacé « Si tu y vas, tu ne remettras plus jamais les pieds ici ». Mais sans le savoir, je payais secrètement les factures et les mensualités du ménage, alors j'ai tout annulé. Que s'est-il passé ensuite? Je m'appelle Skyler. J'ai 26 ans. Et en ce moment, je me tiens sous une pluie glaciale, fixant mon pneu avant, qui a été intentionnellement tailladé. Derrière moi, sur le porche sec et éclairé de la maison que j'ai appelée mon foyer toute ma vie, se tient ma mère, Suzanne. Elle ne m'offre pas de parapluie. Elle ne me demande pas si je vais bien. Au lieu de cela, son visage est déformé par un rictus alors qu'elle crie à plein poumon « Tu es une servante ingrate et bonne à rien, Skyler. Tu penses que tu peux juste partir? Regarde-toi. Tu ne peux même pas sortir de l'allée. » Mon père, Harold, se tient derrière elle, les bras croisés, hochant la tête en accord silencieux. Ils n'ont pas seulement crevé mon pneu. Ils ont crevé mon esprit. Pendant des années, j'ai été la fille invisible. J'étais celle qui préparait les repas, frottait les sols et faisait la lessive pendant que ma petite sœur, Madison, vivait comme une reine. Ce matin même, ils ont organisé une immense fête de départ pour elle parce qu'elle part pour un voyage de luxe d'1 mois en Europe avec ses amis. Un voyage que mes parents ont payé en utilisant l'argent qu'ils prétendaient ne pas avoir pour mes frais de scolarité à l'université. Quand j'ai décroché un entretien d'embauche qui allait changer ma vie ce matin, j'ai pensé que c'était mon billet de sortie de cet enfer. Mais ils ne pouvaient pas laisser partir leur bonne. Ils avaient besoin de moi ici pour m'occuper de la maison pendant que Madison sirote des cafés à Paris. Alors Harold a pris un tournevis pour mon pneu. Alors que la pluie trempe ma veste fine, je regarde mon unique valise posée dans la boue. Suzanne crie à nouveau, rentre à l'intérieur et commence la vaisselle. Tu ne vas nulle part. Tu vis sous notre toit. Tu suis nos règles. Je ne pleure pas. Je ne discute pas. Le temps où je mendiais leur amour s'est terminé au moment où j'ai entendu ce sifflement d'air s'échapper de mon pneu. Je glisse simplement la main dans ma poche et je sens le métal froid de mes clés de voiture et autre chose, une petite carte plastifiée que m'a donnée ma défunte grand-mère, Eleanor. Ils pensent qu'ils sont les maîtres de cette maison. Ils pensent qu'ils m'ont piégé. Mais alors que je ramasse ma valise et commence à descendre l'allée, laissant la voiture derrière moi, je réalise qu'ils ont fait la plus grande erreur de leur vie. Ils pensent qu'ils viennent de mettre une servante à la porte, mais ils ne réalisent pas qu'ils viennent d'expulser la personne qui possède réellement chaque brique de ce manoir. La prochaine fois que je me tiendrai sur ce porche, je ne porterai pas de valise. Je porterai un avis d'expulsion. Avant que je ne vous raconte comment le cadeau secret de ma grand-mère a réduit le monde de mes parents en un tas de cendres, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant invisible dans votre famille, ou si vous avez déjà été traité comme un fardeau par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Vos histoires comptent. Et croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Cette histoire devient beaucoup plus intense. Alors restez avec moi jusqu'à la toute fin. Pour comprendre pourquoi je me tenais sous la pluie avec une valise et un pneu crevé, vous devez comprendre la dynamique de la maison au 742 Silver Oakland. Sur le papier, nous étions la famille américaine parfaite. Un magnifique manoir, une pelouse entretenue et 2 filles. Mais à l'intérieur de ces murs, il y avait 2 mondes différents. L'un était baigné d'or, et l'autre était couvert de poussière. Ma sœur, Madison, a 2 ans de moins que moi. Aux yeux de mes parents, elle est un véritable ange qui ne peut faire aucun mal. À partir du moment où elle est née, j'ai cessé d'être une fille et j'ai commencé à être une aide. Cela a commencé par de petites choses. Madison a eu la chambre à coucher toute neuve pendant que je récupérais les vieux meubles grinçants d'un grenier. Madison avait les marques de créateur pour l'école. Et on me disait d'être pratique avec des trouvailles de friperie. Mais en grandissant, le fossé entre nous est devenu un canyon. Le favoritisme ne concernait pas seulement les jouets ou les vêtements. Il concernait notre valeur même en tant qu'être humain. Je me souviens que lorsque Madison a eu 16 ans, mes parents ont organisé une fête qui a coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Ils lui ont acheté une toute nouvelle Jeep Wrangler blanche enveloppée dans un nœud rouge géant. Je me souviens être resté sur le porche à la regarder crier de joie pendant que ma mère me chuchotait à l'oreille « Skyler, va à l'intérieur et assure-toi que les plateaux du traiteur sont remplis.
Ne laisse pas les invités te voir avec l'air si maussade. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai reçu un message texte de joyeux anniversaire et une liste de corvées parce que mes parents étaient trop occupés à planifier le prochain banquet de Pom Pom Girls de Madison. Je n'ai pas eu de voiture. Je n'ai même pas eu de gâteau. J'ai passé mon anniversaire de 16 ans à frotter les joints dans la salle de bain des invités parce que Suzanne disait que cela faisait négliger pour ses amis qui venaient plus tard. Ensuite est venue l'université. C'est le moment où j'ai réalisé qu'il se moquait éperdument de savoir si je réussissais ou si j'échouais. Mon père, Harold, m'a dit de but en blanc, « Skyler, l'économie est difficile. Nous avons dû faire des choix difficiles. Nous devons donner la priorité à l'éducation de Madison car elle a tellement de potentiel. » Du potentiel, ai-je demandé, la voix tremblante. C'est moi qui ai la moyenne de 4.0. Madison réussit à peine. Ne sois pas jalouse. C'est inconvenant, a rétorqué ma mère. Ainsi, Madison est allée dans une université privée avec des frais de scolarité de 60 000 par an entièrement financés par mes parents. Ils ont payé ses frais de sororité, ses voyages de vacances de printemps à Cabo, et ses sessions d'études qui impliquaient généralement des séances de shopping haut de gamme. Pendant ce temps, j'occupais 3 emplois, donner des cours particuliers, servir comme serveuse, et nettoyer des bureaux la nuit juste pour me payer l'université communautaire locale. Je dormais 4 heures par nuit et quand je rentrais à la maison, je n'étais pas accueilli par un « Comment s'est passée ta journée ?» J'étais accueilli par une pile de linge sale de Madison et un évier rempli de vaisselle. Mais le vrai coup bas, c'était le loyer. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retourné vivre à la maison pour économiser de l'argent pour un acompte sur mon propre logement. Mes parents ne m'ont pas offert une chambre par amour. Ils m'ont fait payer $800 par mois pour ma chambre d'enfant. Ils m'ont dit que c'était pour m'apprendre la responsabilité. Pendant ce temps, Madison a obtenu son diplôme et a emménagé dans un appartement de luxe en ville, que mes parents ont payé ainsi que son assurance automobile et ses dépenses de style de vie. Pendant 3 ans, je leur ai payé $800 chaque mois. Cela fait près de $30 000. Je pensais que j'aidais mes parents avec le prêt immobilier. Je pensais que la maison connaissait des difficultés financières à cause des dépenses de Madison. Je me sentais coupable ne serait-ce que de penser à partir parce que Suzanne se plaignait constamment de la difficulté des choses et de la façon dont nous devions tous participer pour garder ce toit au-dessus de nos têtes. J'étais le pilier invisible qui soutenait cette maison. J'étais celle qui a remarqué la fuite dans le toit et a passé son week-end à la réparer parce qu'engager un professionnel coûte trop cher. Skyler, tu es bricoleuse. J'étais celle qui tondait la pelouse sous un soleil de plomb pendant que Madison publiait des vidéos sur TikTok d'elle-même en train de bronzer au bord de la piscine de son appartement. Le point de rupture, ou du moins son début, a été le Grand Tour d'Europe. Il y a 2 mois, Madison a annoncé qu'elle et 4 de ses amis partaient pour un voyage d'1 mois à travers la France, l'Italie et la Grèce. C'est un cadeau de fin d'études pour moi-même, a-t-elle lancé joyeusement pendant le dîner. Mes parents l'ont regardée avec un grand sourire comme si elle venait de gagner un prix Nobel. Nous sommes si fiers de toi, chérie, a déclaré Harold en faisant glisser une enveloppe sur la table. C'était un chèque de $10 000 pour ses dépenses sur place. Je suis restée assise là, ma fourchette figée à mi-chemin de ma bouche. $10 000 ? Papa, la semaine dernière tu m'as dit que tu ne pouvais pas m'aider pour la réparation de la transmission de ma voiture parce que le fond de la maison était vide. Je prends le bus pour aller au travail depuis 2 semaines. Suzanne n'a même pas levé les yeux de son vin. Madison a travaillé si dur, Skyler. Elle mérite une pause. Tu es jeune et en bonne santé. Le bus ne va pas te tuer. En plus, pendant qu'elle est partie, j'ai besoin de toi ici. Je prévois de teindre à nouveau la terrasse et de peindre les chambres d'amis. Ce sera un bon projet pour toi. Au cours des 2 dernières semaines, pendant que Madison était occupée à emballer des bagages de marque, j'étais à 4 pattes pour frotter les sols et préparer la maison pour la grande fête de bon voyage qu'ils ont organisée pour elle. J'ai servi les boissons. J'ai nettoyé les éclaboussures. J'ai écouté ma mère dire à ses amis à quel point elle était bénie d'avoir une fille aussi prospère que Madison. Personne ne m'a mentionné, pas une seule fois. J'étais juste la fille en tablier se faufilant dans la foule avec un plateau de hors-d'œuvre. Si mes parents étaient le vent froid de l'hiver dans cette maison, ma grand-mère Eleanor était la cheminée qui m'empêchait de geler. Elle était la mère de ma mère, mais elle ne se ressemblait en rien. Alors que Suzanne était obsédée par le statut social et le potentiel de Madison,
grand-mère Eleanor était une femme d'une force tranquille et d'une observation incroyable. Elle a emménagé dans la suite d'invités de notre maison en 2018, et pendant 3 ans, elle s'est assise dans son fauteuil près de la fenêtre à observer. Elle a vu la façon dont on m'envoyait à la cuisine pendant qu'on donnait la vedette à Madison. Elle a vu la façon dont mon père, Harold, félicitait Madison pour avoir tout juste réussi une classe tout en ignorant mes certificats de tableau d'honneur. Un après-midi pluvieux en 2020, elle m'a appelé dans sa chambre. Elle a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient fines et tachetées par l'âge, mais sa poigne était comme du fer. Skyler, a-t-elle chuchoté, la voix graveleuse, mais claire. Ta mère est ma fille, et je l'aime. Mais elle a un angle mort quand il s'agit de Madison. Un angle mort massif et dangereux. Et ton père, il se contente de suivre son exemple pour maintenir la paix. Je ne te laisserai pas payer pour leurs erreurs pour toujours. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais juste qu'elle était gentille, me donnant le soutien émotionnel dont j'étais affamé. Mais ensuite, 6 mois avant son décès, elle a fait quelque chose qui allait changer la trajectoire de ma vie. Elle m'a tendu un petit médaillon en argent. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier plié avec un numéro de téléphone et un nom. Marcus Thorne. Quand tu auras 25 ans, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, tu appelleras cet homme. Pas avant, même si les choses tournent mal. Attends d'avoir 25 ans. Promets-le-moi, Skyler. J'ai promis. Et quand elle est décédée en 2021, la maison a semblé plus vide et plus froide que jamais. Aux funérailles, Madison a fait une scène énorme, pleurant bruyamment pour les caméras pendant que je restais silencieuse, tenant la main de grand-mère. Dans mon esprit, personne n'avait mentionné de testament. Mes parents considéraient comme acquis que la maison, l'immense domaine de 5 chambres au 742 Silver Oak Lane, leur appartenait. Ils parlaient de leur valeur nette et de leur investissement. Je les croyais. Je me sentais même reconnaissante lorsqu'ils me laissaient rester dans ma chambre d'enfant pour $800 par mois. Puis est arrivé mon anniversaire de 25 ans. Ce n'était pas une célébration. Mes parents l'avaient oublié parce qu'ils étaient occupés à aider Madison à emménager dans son 3e appartement de l'année, celui dont ils payaient la caution. Je me suis assise dans ma chambre, j'ai sorti le médaillon et j'ai appelé Marcus Thorne. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bureau au panneau de bois en centre-ville. Marcus était un avocat au regard perçant qui avait l'air d'avoir attendu mon appel toute sa carrière. Il a fait glisser un épais dossier de couleur crème sur le bureau. Votre grand-mère Eleanor a acheté le 742 Silver Oak Lane en 1998, a-t-il commencé, sa voix calme et professionnelle. Elle l'a payé en totalité en utilisant l'héritage qu'elle a reçu de son propre père. Cela n'a jamais été la maison de vos parents, Skyler. Ils n'en ont jamais possédé une seule brique. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Alors comment ont-ils pu y vivre toutes ces années? Ils m'ont dit qu'ils avaient contracté un prêt immobilier. Marcus a secoué la tête. Ils n'ont pas contracté de prêt immobilier pour l'acheter. Ils ont obtenu ce qu'on appelle un droit d'usufruit. Votre grand-mère leur a permis d'y vivre tant qu'ils étaient en vie, mais avec des conditions très spécifiques. L'une de ces conditions était qu'ils devaient entretenir la propriété et payer toutes les taxes et assurances. Mais plus important encore, la fiducie qu'elle a établie stipulait qu'au moment où vous auriez 25 ans, le titre complet et la propriété du bien vous seraient transférés directement. Depuis 6 mois, Skyler, vous êtes la seule propriétaire du 742 Silver Oak Lane. J'ai fixé l'acte de propriété, Skyler Monsieur Carter. C'était là, noir sur blanc, enregistré et classé. Ma grand-mère avait vu le favoritisme. Elle avait vu le syndrome de l'enfant doré infecter mes parents, et elle avait construit une forteresse juridique pour me protéger. Elle savait que si Suzanne et Harold possédaient la maison, ils finiraient par la vendre ou l'hypothéquer pour financer les caprices de Madison, me laissant sans rien. Le savent-ils, ai-je demandé, la voix tremblante. Non, a répondu Marcus. Eleanor a spécifiquement demandé qu'il ne soit pas informé. Elle voulait voir s'il vous traiterait équitablement une fois que vous seriez adulte. Elle m'a dit, s'ils savent que Skyler en est la propriétaire, ils la culpabiliseront pour qu'elle la cède à Madison. Je veux qu'elle ait le pouvoir de choisir quand révéler la vérité. Je suis restée assise dans ma voiture devant le cabinet d'avocat pendant 1 heure, le dossier lourd sur mon siège passager. Une vague de rage m'a envahi, suivie d'un étrange soulagement glacial. Pendant des années,
Mes parents m'avaient réclamé 800 $ par mois, un loyer pour une maison que je possédais. Ils avaient agi comme s'ils me faisaient une faveur en me laissant rester là, alors que j'étais celle qui payait essentiellement pour leur style de vie. Mais ensuite Marcus m'a parlé de la complication. En 2020, a-t-il dit en sortant un autre document. Vos parents ont contracté une ligne de crédit hypothécaire sur la propriété pour 85 000 $. Ils n'étaient pas censés pouvoir faire cela plus qu'ils ne détenaient qu'un droit d'usufruit. Mais la banque à l'époque s'est appuyée sur d'anciens dossiers. Ils pensaient que votre mère était la propriétaire. Où sont allés les 85 000 $, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. La demande de prêt indique « soutien éducatif et commercial pour la fille Madison Carter ». Mes parents avaient volé 85 000 $ de la valeur de ma maison pour financer les boutiques ratées et les retraites spirituelles de Madison. Et parce que la maison était maintenant légalement à moi, cette dette était techniquement liée à ma propriété. Si les paiements n'étaient pas effectués, la banque pourrait finalement saisir mon héritage. J'avais le choix. J'aurais pu entrer dans la maison ce soir-là et leur jeter les papiers au visage. J'aurais pu arrêter la folie à ce moment-là. Mais j'ai repensé à ce que grand-mère Eleanor avait dit sur le long terme. Je voulais voir exactement jusqu'où ils iraient. Je voulais voir s'il restait la moindre once d'amour pour moi, ou si je n'étais vraiment qu'une ressource à exploiter. Le mardi matin est arrivé avec un air vif et frais qui ressemblait au début d'une nouvelle vie. Pendant des semaines, je m'étais préparé pour ce jour. J'étais plus qu'une simple fille avec une moyenne de 4.0 et une montagne de responsabilités secrètes. J'étais candidate pour un poste d'analyste principal dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de Seattle. Ce n'était pas juste un travail. C'était mon plan d'évasion. C'était le moment où la fille invisible allait enfin entrer dans la lumière. J'avais passé la nuit précédente à défroisser à la vapeur mon seul tailleur professionnel, celui que j'avais acheté avec l'argent que j'avais économisé en sautant le déjeuner pendant un mois. Mon portfolio était prêt. Mes recherches sur l'entreprise étaient impeccables. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étincelle d'espoir véritable. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, bien avant que le soleil ou mes parents ne soient levés. Je voulais partir tôt pour avoir un moment de réflexion tranquille avant le plus grand entretien de ma vie. Mais en sortant dans l'allée, mon cœur n'a pas seulement chaviré. Il s'est arrêté. Ma voiture, la berline de 2015 que j'avais payée avec ma propre sueur et mes propres larmes, penchait lourdement vers la gauche. Je me suis approché, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Le pneu avant côté conducteur n'était pas juste à plat. Il avait été déchiqueté. 3 entailles distinctes et irrégulières étaient coupées dans le flanc. Ce n'était pas un clou de la route. C'était un message. C'était un tournevis utilisé avec précision et malveillance. Une ombre a bougé sur le porche. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, Harold, debout là avec une tasse de café, son visage aussi froid et illisible qu'un mur de pierre. Quelques secondes plus tard, ma mère, Suzanne, est sortie derrière lui, toujours dans son peignoir en soie. Celui que j'avais lavé et repassé il y a à peine 2 jours. « Oh mon Dieu !» a dit Suzanne, sa voix dégoulinante d'une fausse et écœurante sympathie qui m'a donné la chair de poule. « On dirait que tu ne vas aller nulle part aujourd'hui, Skyler. » Quel dommage. J'ai regardé du pneu à mon père. « Papa, as-tu fait ça ?» Harold n'a même pas cligné des yeux. Il a pris une lente gorgée de son café. « L'allée est une propriété privée, Skyler, et tant que tu vis sous mon toit, tu dois être disponible quand la famille a besoin de toi. Ta sœur, Madison, est à l'autre bout du monde. Qui va s'occuper de la livraison des courses aujourd'hui? Qui va préparer la maison pour les couvreurs qui viennent cet après-midi? Tu es égoïste de penser que tu peux juste t'enfuir à un entretien quand il y a du vrai travail à faire ici. Égoïste. Ma voix est sortie comme un murmure, puis s'est transformée en une flamme froide et constante. J'ai la chance de commencer une carrière. J'ai la chance de vivre réellement ma vie. Et vous avez détruit ma propriété pour m'en empêcher. Suzanne s'est avancée, son visage se tordant pour prendre le masque de colère familier qu'elle ne réservait qu'à moi. Assez de drame. Tu es un parasite, Skyler. Tu as vécu ici pendant des années, en contribuant à peine, pendant que ta sœur est là-bas à faire quelque chose de sa vie. Madison a besoin que cette maison soit parfaite à son retour. Elle a besoin que sa famille soit un système de soutien, pas une collection de perdants amers. Tu restes juste ici.
va à l'intérieur, enlève ce costume ridicule et commence par l'aile des invités. Elle a besoin d'un nettoyage en profondeur avant le week-end. C'est le moment où le dernier fil de ma loyauté de fille a cédé. Il ne s'est pas cassé avec un grand bruit. Il s'est dissous dans la réalisation qu'il ne favorisait pas seulement Madison. Il détestait activement mon succès. Pour eux, je n'étais pas une personne avec des rêves. J'étais un appareil électroménager. J'étais le lave-vaisselle, la tondeuse à gazon, et le distributeur automatique de billets qu'ils utilisaient pour payer les cafés de Madison. Le trajet en bus vers la ville a été l'heure la plus longue de ma vie. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant l'étalement suburbain de notre quartier s'estomper au loin, remplacé par les imposants bâtiments de verre et d'acier de la ville. Je tremblais, non seulement à cause des vêtements trempés de pluie qui collaient à ma peau, mais à cause de l'adrénaline qui parcourait encore mes veines. Je n'avais rien d'autre qu'une valise et un dossier. Pourtant, pour la première fois en 26 ans, je ne me sentais pas comme une servante. Je me sentais comme une chasseresse. J'ai pris une chambre dans un petit motel quelconque près du centre-ville. C'était loin du manoir de 5 chambres du 742 Silver Oakland avec son papier peint décollé et la légère odeur de nettoyant industriel, mais pour moi, cela ressemblait à un palais de liberté. Je me suis assise sur le bord du lit grinçant et j'ai ouvert le dossier que Marcus Thorne m'avait donné. J'ai étalé les documents un par un. L'acte original de grand-mère Eleanor, l'accord de fiducie, et la pièce la plus importante, les conditions du droit d'usufruit. Mes parents, Suzanne et Harold, croyaient vraiment qu'ils étaient les maîtres de cette maison. Ils avaient passé des décennies à me traiter comme une intruse dans mon propre héritage. Mais la loi est froide, et elle ne se soucie pas des enfants favoris ou des filles dorées. Selon la fiducie, leur droit de vivre dans cette maison était conditionnel. Ils étaient tenus de payer les taxes foncières, de maintenir l'assurance habitation, et de s'assurer que la propriété ne tombe pas en ruine, un terme juridique pour laisser une maison pourrir par négligence. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le tableau que je tenais depuis 3 ans. Chaque fois qu'une facture d'impôt arrivait et que Suzanne se plaignait d'être fauchée, je la payais secrètement en ligne. Chaque fois que le système de chauffage et de climatisation tombait en panne ou que le toit fuyait et qu'Harold regardait ailleurs, c'est moi qui appelais les entrepreneurs et payais les factures avec mon argent de tutorat et de serveuse. J'avais les reçus. J'avais les relevés bancaires. J'avais la preuve que, pour les 3 dernières années, Suzanne et Harold avaient fondamentalement violé les conditions de leur droit d'usufruit. Ils n'étaient pas seulement des locataires. Ils étaient des locataires défaillants qui squattaient effectivement dans une maison qu'ils n'avaient plus le droit d'habiter. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Marcus Thorne. L'atmosphère était calme, avec une odeur de vieux papier et de café cher. Marcus m'a regardé, puis a regardé ma valise, et ensuite la froide détermination dans mes yeux. Ils l'ont fait, n'est-ce pas, a-t-il demandé en s'adossant dans sa chaise en cuir. Ils ont crevé mes pneus pour m'empêcher d'aller à un entretien d'embauche, Marcus. Ils m'ont dit que je suis un parasite et que je ne quitterai jamais cette maison parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour la nettoyer pendant que Madison est à Paris, ai-je dit. Ma voix aussi tranchante qu'un rasoir. J'ai fini d'être la fille invisible. Je les veux dehors. Absolument tous. Marcus a hoché la tête lentement. Il a tiré une nouvelle pile de documents de son bureau. En vertu de la loi de l'Oregon et spécifiquement selon les termes de la fiducie d'Eleanor, leur manquement à maintenir les obligations financières de la propriété permet une résiliation immédiate du droit d'usufruit. En payant les taxes et l'entretien vous-même, vous avez essentiellement subventionné leur violation. Mais maintenant, cette subvention prend fin, il a commencé à taper, le son des touches résonnant comme un battement de tambour. Nous rédigeons un avis de résiliation de droit d'usufruit et un avis de quitter les lieux. Nous ne leur demandons pas seulement de partir, Skyler. Nous les informons que leur droit légal de rester a déjà expiré en raison de leur violation matérielle des conditions de la fiducie. Et puis il y a la question de la fraude de 85 000 $ sur la ligne de crédit hypothécaire. Je veux que cela soit signalé aussi, ai-je dit. Ils ont contracté un prêt sur une propriété qu'ils ne possédaient pas pour financer le style de vie de Madison. C'est de la fraude bancaire. C'est de l'usurpation d'identité. C'est une affaire criminelle. Marcus a acquiescé. Je m'occuperai de l'expulsion civile et de la vérification du transfert de propriété. J'ai déjà contacté le bureau du shérif pour planifier une signification officielle des documents. Ils recevront l'avis demain. J'ai regardé l'imprimante se mettre en marche,
crachant les pages qui allaient démanteler le monde de mes parents. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom au bas de l'avis d'expulsion. Skyler Monsieur Carter, propriétaire. Cela semblait lourd. Cela semblait juste. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais descendu cette allée sous la pluie. 2 semaines à vivre dans un motel exigu, à manger des repas au micro-ondes et à travailler dans mon nouvel emploi à Seattle. Oui, j'ai obtenu le poste. J'avais passé l'entretien par Zoom depuis le motel. Et l'entreprise était tellement impressionnée qu'elle m'a offert une prime de signature qui couvrait mes frais juridiques. Mais alors que ma nouvelle vie commençait, l'ancienne au 742 Silver Oakland était sur le point de se terminer d'une manière que mes parents n'auraient jamais pu imaginer. J'ai choisi le vendredi soir pour mon retour. C'était la nuit où Madison revenait de son épuisant voyage de luxe en Europe. Je savais que Suzanne organiserait un dîner de bienvenue. Je savais que la maison serait remplie de leurs amis de la haute société, le genre de personnes que Suzanne aimait impressionner avec son image de famille parfaite. Je me suis garé dans l'allée à 18h30. Ma voiture avait 4 pneus tout neufs payés par la prime de signature de l'emploi qu'ils avaient essayé de me faire perdre. À côté de moi était assis Marcus Thorne, tenant une épaisse mallette noire. Derrière nous, un véhicule du shérif local s'est arrêté, ses lumières éteintes, mais sa présence indéniable. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, je pouvais entendre les sons de rire et le tintement des verres de vin provenant de l'intérieur. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé, la clé qu'ils avaient exigé que je rende, mais que j'avais oublié de laisser sur le comptoir. Au moment où j'ai mis les pieds dans le hall, les rires sont morts. Suzanne se tenait près du grand escalier, portant une robe en soie qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, tenant une coupe de champagne. Madison était à côté d'elle, bronzée et rayonnante, entourée de sacs de courses de Gucci et Prada. Harold était au bar en train de régaler un groupe de voisins avec des histoires sur l'illumination culturelle de Madison en Italie. Skyler. La voix de Suzanne était comme un fouet. Que fais-tu ici, bon sang? Et qui sont ces gens? Je t'ai dit que tu n'étais plus la bienvenue dans cette maison après le coup que tu nous as fait, nous laissant sans aide quand nous en avions le plus besoin. Je ne suis pas ici pour t'aider, Suzanne, ai-je dit, ma voix stable et froide. Et je ne suis pas ici en tant qu'invité. Harold s'est avancé, le visage rougissant. Sors, Skyler, maintenant avant que je ne te fasse expulser pour violation de domicile. Tu es un fardeau dont nous nous sommes déjà débarrassés. Ne rends pas ça moche devant nos amis. Marcus Thorne s'est avancé, ouvrant sa mallette. En fait, Monsieur Carter, la seule personne qui s'introduit illégalement ici, c'est vous. Une vague de chuchotements confus a traversé la pièce. Suzanne a ri. Un son aigu et nerveux. C'est ridicule. C'est notre maison. Nous avons vécu ici pendant 20 ans. Nous avons le prêt immobilier pour le prouver. Non, a dit Marcus, sortant une copie certifiée de l'acte de propriété. Vous avez un droit d'usufruit qui vous a été accordé par Eleanor Carter, mais ce droit était assorti de conditions. Des conditions que vous avez matériellement violées. Marcus s'est tourné vers les voisins et amis rassemblés. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, cette maison n'a jamais appartenu à Harold et Suzanne. Elle appartenait à Eleanor Carter, qui l'a laissée dans une fiducie irrévocable pour sa petite fille, Skyler. Depuis 6 mois, lors de son anniversaire de 25 ans, le titre de propriété complet lui a été transféré. Skyler est la seule propriétaire légale du 742 Silver Oakland. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Le sac Gucci de Madison a glissé de ses mains, frappant le sol avec un bruit sourd. Le visage de Suzanne est passé de pâle à une nuance effrayante de gris. C'est un mensonge, a hurlé Suzanne, la voix se brisant. Ma mère ne ferait jamais ça. Elle nous aimait. Elle savait que nous avions besoin de cette maison. Elle aimait Skyler, ai-je rétorqué en m'approchant. Elle a vu comment vous me traitiez. Elle vous a vu contracter un prêt hypothécaire de 85 000 $ contre une propriété que vous ne possédiez pas pour financer le style de vie de Madison. Ça, Harold, cela s'appelle de la fraude bancaire. Et puisque c'est moi qui rembourse secrètement ce prêt depuis 1 an pour éviter que ma maison ne soit saisie, je pense que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Les yeux de Harold se sont dardés vers le shérif debout dans l'embrasure de la porte. Les voisins ont commencé à reculer, certains regardant leur téléphone, d'autres chuchotant derrière leurs mains. L'image de la famille parfaite volait en éclats en temps réel,
juste devant le public que Suzanne valorisait le plus. Vous avez perçu 800 $ par mois de loyer de ma part, ai-je continué, pour une maison que je possédais déjà. Vous m'avez traité de parasite et de servante, alors que c'était moi qui payais les taxes foncières, l'assurance et l'entretien que vous étiez légalement tenu de couvrir. Vous vous êtes servi de moi comme d'un distributeur automatique de billets et d'une femme de ménage, et ensuite vous avez eu l'audace de crever mes pneus parce que vous aviez peur que votre main-d'œuvre gratuite ne s'en aille. Skyler, chérie, parlons-en en privé, a supplié Suzanne, sa voix baissant d'une octave alors qu'elle réalisait que son statut social s'évaporait. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Une famille, ai-je demandé. Une famille ne sabote pas l'avenir de sa fille. Une famille ne vole pas 85 000 $ d'un héritage. Une famille ne laisse pas son enfant sous la pluie avec un pneu crevé et une valise. Je me suis tourné vers Marcus, qui m'a remis un ensemble d'enveloppes juridiques. Je me suis avancé vers Harold et Suzanne et j'ai pressé les papiers dans leurs mains tremblantes. Ceci est un avis officiel de quitter les lieux, ai-je dit, ma voix résonnant dans le hall. Votre droit d'usufruit est résilié pour fraude et rupture de contrat. Vous avez 30 jours pour emballer la moindre chose qui vous appartient et partir. Si vous n'êtes pas sorti le 31, le shérif reviendra pour vous expulser physiquement. Madison a commencé à pleurer. Mais où vais-je aller? Je viens de rentrer. Je n'ai pas de travail. J'ai regardé ma sœur, la fille qui avait dépensé 10 000 $ de mon argent en cuir italien et en vin français pendant que je donnais mon plasma pour payer la facture d'électricité. Peut-être que tu aurais dû étudier plus dur, Madison. Ou peut-être que tu pourras utiliser certains de ces sacs de créateurs pour transporter tes affaires dans n'importe quel studio que tu pourras te permettre. Cela fait 6 mois depuis cette nuit au 742 Silver Oakland. Suzanne et Harold vivent maintenant dans un appartement exigu de 2 chambres à la périphérie de la ville. Finalement forcés de vivre selon les moyens réels dont ils disposent. Madison occupe un emploi dans la vente au détail qu'elle déteste. Elle apprend à ses dépens que le potentiel ne paie pas les factures quand il n'y a plus personne à exploiter. J'ai réintégré ma maison. Mais je n'ai pas fait qu'emménager. Je me la suis réappropriée. J'ai arraché les moquettes que je frottais autrefois à genoux et j'ai repeint chaque pièce dans les couleurs que j'ai choisies. Pas celles dictées par Suzanne. J'ai commencé ma carrière à Seattle et chaque matin je bois mon café sur le porche où ils ont autrefois essayé de me briser. Je ne ressens plus d'amertume. Je me sens juste légère. Le dernier cadeau de grand-mère Eleanor n'était pas seulement une maison. C'était le pouvoir de dire que c'est fini. Si vous êtes traité comme un serviteur par des gens qui prétendent vous aimer, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas une transaction et votre silence n'est pas une exigence. J'ai cessé d'être leur fondation et j'ai enfin commencé à construire la mienne. Je m'appelle Skyler et pour la première fois de ma vie, je suis enfin chez moi.